Avoir préféré la petite fraîcheur de la salle intérieure d'Emmaüs au beau soleil qui règne dehors. Merci d'être donc là cet après-midi pour la 10e conférence du Collège de Méditerranée. Alors d'habitude, c'est Julien Loiseau qui est à ma place pour vous donner les grandes lignes de ce qu'est le Collège de Méditerranée, mais aujourd'hui, il est derrière la table, donc c'est à moi que revient cette tâche. Le Collège de Méditerranée est donc un cycle de conférences qui est né justement à l'initiative de Julien et d'autres universitaires et chercheurs qui nous ont proposé, il y a maintenant presque 2 ans, ce cycle dont l'idée était d'aller à la rencontre du public dans la cité, de sortir un peu le savoir et l'histoire et le temps long de l'histoire hors des murs où il s'enseigne généralement, et donc d'explorer différents quartiers de la ville de Marseille, mais aussi de la métropole, pour discuter, questionner, donc je l'ai dit, le temps long de l'histoire, sur des sujets dont il nous apparaît à chaque fois qu'ils peuvent trouver des correspondances, ou en tout cas des résonances dans le monde contemporain. Alors je vais présenter les 2 historiens qui ont accepté donc aujourd'hui de relever ce défi de 10e conférence, donc presque déjà un anniversaire. Donc Julien Loiseau, je l'ai dit, Julien, tu es historien, tu es médiéviste, tu as rallié il y a peu de temps Aix-Marseille Université, où tu es donc à la fois professeur et puis tu es aussi en charge d'un important programme de recherche dont tu pourras peut-être nous dire 2 mots puisqu'il est aussi en lien avec le thème de la conférence d'aujourd'hui. Et à tes côtés, comme discutante, et je reviendrai sur ce rôle, donc Amélie Chekroun, vous êtes aussi également historienne et médiéviste, spécialiste de la Corne de l'Afrique et des communautés musulmanes en Éthiopie entre le XIIIe et le XVIe siècle. Je vous dis quelques mots sur la manière dont ça va se dérouler. Donc Julien va d'abord faire donc une communication qui durera environ une petite heure, on va dire, qui sera agrémentée de visuels. Et puis ensuite, Amélie fera le lien, je dirais, entre ce qu'aura dit Julien en le reformulant, et puis fera le lien avec vous. Et vous serez invité, évidemment, à poser toutes les questions que vous aurez envie de poser. Voilà. Avant de leur laisser la parole, je voulais remercier Emmaüs Saint-Marcel de nous accueillir. Donc, comme je vous l'ai dit, nous allons chaque mois comme ça dans des lieux différents et qui sont des lieux pas toujours évidents et auxquels on ne penserait pas. Donc, c'est un grand plaisir pour nous d'être ici. Et puis, j'espère que du coup, le public s'élargira et que d'entendre les voix de nos 2 amis donnera envie aussi à d'autres personnes de nous rejoindre. Donc, merci encore et puis bonne conférence. Merci beaucoup Fabienne Pavia pour cette introduction à donc ce qui est aujourd'hui la 10e conférence du Collège de Méditerranée, à laquelle évidemment nous invitons toutes les personnes ici à Emmaüs à se joindre à un moment ou à un autre de leur après-midi dans ce centre. Et d'ailleurs, j'imagine aussi que le public aura peut-être envie de se lever au cours de la conférence, de se promener, d'aller chiner, puis éventuellement de revenir ensuite écouter la suite de cette conférence. Donc une conférence intitulée « Une mer africaine », avec tout de même un point d'interrogation, « Présence de l'Afrique en Méditerranée au Moyen-Âge ». Alors, dans notre imaginaire, dans nos représentations collectives, et je reviendrai aussi sur cette représentation que j'ai mise à l'écran, dans nos représentations collectives actuelles, les nôtres, dans les récits dont nous sommes familiers, il est rare d'associer l'Afrique à l'histoire de la Méditerranée. L'histoire de la Méditerranée nous évoque Rome, et avant elle la Grèce, et avant elle l'Égypte, dont nous oublions bien souvent, tant nous avons rêvé l'Égypte comme le berceau de notre civilisation, dont nous oublions bien souvent qu'elle appartient géographiquement à sa rive africaine. L'histoire de la Méditerranée, telle qu'on nous l'a enseignée, telle qu'on nous l'a racontée, telle qu'on nous l'a fait aimer, est une histoire profondément européenne. Même lorsqu'elle se déroule de l'autre côté de la mer. C'est Rome qui s'est emparée de la province d'Afrique. La province d'Afrique, pour les Romains, c'était le territoire de l'actuelle Tunisie, ce petit territoire. C'est Rome qui s'est emparée de la province d'Afrique et c'est Carthage qui a été détruite. La romanisation, la diffusion d'une culture matérielle, savante, politique, commune sur toutes les rives de la Méditerranée, nous la représentons, cette romanisation, comme une première hégémonie de la rive nord de la Méditerranée sur la rive sud.
alors même qu'elle commença par la conquête longue et difficile de l'Italie. Au vrai, comme souvent d'ailleurs, lorsque l'on parle d'histoire, nous sommes redevables dans nos représentations du passé. Nous sommes très largement redevables au XIXe siècle. Au XIXe siècle, à ces penseurs, à ces historiens qui ont très largement posé les bases des sciences humaines en général, pas seulement de l'histoire comme science, mais des sciences humaines en général, linguistique, anthropologie, sociologie. Et au XIXe siècle, l'Europe se représentait la Méditerranée comme un héritage à reconquérir, l'héritage de Rome abandonné, délaissé, de l'autre côté de la Méditerranée. Quant à l'Afrique, je veux parler maintenant du continent africain et tout particulièrement des régions situées au sud du désert du Sahara. Nos représentations à son égard sont encore largement celles du XIXe siècle. Le XIXe siècle qui avait pensé et présenté la conquête du continent africain comme une forme d'exploration et qui avait pensé la colonisation du continent africain comme une forme de civilisation, de processus de civilisation. Et au fond, nous sommes encore assez largement prisonniers de ce cadre de pensée, quel que soit d'ailleurs le jugement que nous portons sur les pays d'Afrique aujourd'hui, que ces jugements soient positifs ou négatifs, nous restons encore assez largement prisonniers de cette forme de pensée, en ce sens que nous avons le plus grand mal à penser l'Afrique, les pays d'Afrique, comme acteurs de leur propre histoire. Nous avons le plus grand mal à nous représenter l'Afrique comme actrice de sa propre histoire. Nous nous la représentons comme subissant, aujourd'hui comme hier, comme toujours, j'ai envie de dire, subissant un destin imposé de l'extérieur. Alors bien sûr, l'actualité tragique qui presque chaque jour endeuille la Méditerranée, la mort chaque année de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants qui tentent de la traverser au péril de leur vie pour échapper à la misère, à la dictature, à la guerre ou aux trois réunis, les conditions inhumaines dans lesquelles ils sont maintenus, dans des camps de réfugiés sur la rive sud de la Méditerranée, où ils sont parfois, comme vous le savez, vendus comme esclaves, comme si l'esclavage n'avait jamais été aboli, les conditions indignes, enfin, dans lesquelles l'Europe les maintient sur sa rive pour vainement tenter de dissuader ceux que, de l'autre côté, elle fait encore rêver. Bref, cette tragique actualité qui, en s'installant dans la durée, a commencé à changer en profondeur le regard que nous portons sur la Méditerranée, cette actualité a étroitement associé, pour le pire, et seulement pour le pire, l'Afrique à la Méditerranée. Alors de cette actualité, je ne parlerai pas. Je ne parlerai pas parce qu'en toute chose, il faut des compétences, et que les compétences, je ne les ai pas, comme les aurait par exemple un géographe ou un anthropologue, pour en dire davantage que ce que nous en disent les journaux et les images. Mais cette actualité, il ne s'agit pas pour autant de l'oublier, d'en détourner le regard, en se racontant des histoires, en suscitant un passé fabuleux, une fable qui en offrirait l'image inversée. Cette actualité, j'espère que vous la regarderez autrement à la fin de cet après-midi, parce que si l'histoire peut servir à quelque chose, outre à nous distraire et à nous divertir, c'est tout de même l'une de ses fonctions, bien sûr, si l'histoire peut servir à autre chose, c'est bien à nous donner des armes pour comprendre le présent et préparer différemment l'avenir. Et c'est à cela tout particulièrement que peut servir le Moyen-Âge. Alors voilà qui est bien curieux. Que vient donc faire là le Moyen-Âge ? Cette période de l'histoire que nous associons spontanément à ses contraires, à l'Antiquité, avant que la civilisation ne décline, à la Renaissance, avant que la civilisation ne se réveille. Le Moyen-Âge, cet âge sombre, indistinct, dont nous n'aimons bien souvent nous rappeler que quelques rares figures, quelques paysages bien identifiés, des forêts, des châteaux, des chevaliers, des paysans, des moines, bien sûr, préservant tant bien que mal derrière leurs murs épais, comme à Marseille derrière les tours de Saint-Victor, les maigres trésors du savoir et de la foi échappés au naufrage du monde antique. Alors les historiens eux-mêmes sont bien embarrassés d'abord de cette représentation du Moyen-Âge que nous partageons encore très largement spontanément, bien embarrassés aussi en ce que les historiens n'ont à leur disposition que ce nom, ce Moyen-Âge, cet âge moyen, compris entre ce qui le précède et ce qui le suit. C'est ça le Moyen-Âge. C'est ce qu'on ne sait pas nommer entre ce qui le précède, l'Antiquité, et ce qui le suit, disons, la modernité.
les historiens n'ont rien d'autre pour désigner ce millénaire d'histoire qui est pourtant, comme le disait le grand historien Jacques Le Goff, disparu en 2014, le Moyen-Âge qui est pourtant la véritable enfance de notre monde. La véritable enfance de notre monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, c'est l'enfance dont nous sommes issus, mais l'enfance dont nous nous rappelons si peu, si mal, et l'enfance dans laquelle, au fond, nous sommes si peu enclins à nous reconnaître. Nous ne nous reconnaissons plus dans notre enfance, et pourtant, nous en venons. Voilà, en quelque sorte, nous disait Jacques Le Goff, ce que le Moyen-Âge est par rapport au temps présent. Or, sur d'autres rives de la Méditerranée, sur l'autre rive de la Méditerranée et au-delà, sur cette autre rive qui borde au sud du Sahara, ce vaste océan qui est aussi le Sahara, eh bien d'autres Moyen-Âge que le nôtre se sont déroulés, d'autres Moyen-Âge que le nôtre et qui avaient chacun leur propre représentation du monde. Et ici, j'ai mis à l'écran cette célèbre map monde tirée de la géographie d'Al-Idrissi, géographe qui écrivait à la cour de Palerme en Sicile, lui-même étant originaire du Maghreb, et qui, au milieu du XIIe siècle, a fait la synthèse des connaissances géographiques de son temps. La map monde est plus tardive, elle date du XVe siècle. Et vous voyez ici le monde tel qu'on se le représentait, c'est-à-dire déjà un monde à l'envers par rapport au nôtre. Hein. Le sud est en haut de l'image, le nord est en bas. Essayez de vous y retrouver, la Méditerranée ici occupe le centre, le centre de l'image. Les autres rives de la Méditerranée et l'Afrique tout entière n'ont pas attendu que l'Europe les découvre et que l'Europe raconte leur histoire pour avoir une histoire et pour elle-même la raconter. Alors cette vieille histoire, en partie oubliée, en partie indéchiffrable aujourd'hui, faute de traces compréhensibles ou faute de traces tout court, cette histoire médiévale de la rive africaine de la Méditerranée peut nous aider à regarder autrement le temps présent et à lui imaginer d'autres futurs. Mais entendons-nous bien, et je finirai cette trop longue introduction par un dernier avertissement au public, libre ensuite au public de se lever, de s'en aller. N'attendons pas de cette histoire médiévale de la Méditerranée et de l'Afrique, qu'elle nous raconte la fable d'un passé qui ne serait que l'image renversée du présent. N'attendons pas de l'histoire qu'elle nous raconte, qu'elle nous renvoie un miroir inversé du présent. N'attendons pas qu'elle nous raconte la fable du redressement rétrospectif des torts que l'Europe a envers l'Afrique. N'attendons pas de cette histoire qu'elle nous raconte, par exemple, un passé où les sociétés africaines n'auraient pas pratiqué l'esclavage, voire, mieux encore, un passé où les sociétés africaines auraient aboli l'esclavage, comme le prétend la pseudo-charte du Manden. La charte du Manden, c'est un ensemble de règles de droit coutumier qui a été recueilli il y a une vingtaine d'années à peine dans la tradition orale au Mali et que l'on a attribué, parce que c'est bien connu, on ne prête le plus souvent qu'aux riches, que l'on a attribué à personne d'autre qu'au fondateur du royaume de Mali, au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, Soundiata Keïta. Le royaume médiéval de Mali, dont le Mali actuel a ressuscité le nom au moment de prendre son indépendance, après presque 5 siècles d'éclipse, ressusciter son nom et en même temps accaparer son nom, puisque d'autres pays de la région auraient pu s'en réclamer. Or, pour revenir à cette charte du Manden, rien ne prouve qu'elle soit aussi ancienne que ses inventeurs modernes ne le prétendent. On sait en effet, les anthropologues le savent, les historiens tentent de le savoir, on sait en effet que la tradition orale a rarement plus d'1 siècle et demi de profondeur. La tradition orale est rarement conservée dans un groupe au-delà d'environ 1 siècle et demi. Et il ne serait pas étonnant qu'au XIXe siècle, c'est-à-dire, disons, 1 siècle et demi avant la mise par écrit de cette charte du Manden, dans la première moitié du XIXe siècle, il ne serait pas étonnant que ce texte, ou que ces règles aient été précisément édictées. Première moitié du XIXe siècle, l'Afrique de l'Ouest se relève de ce que les historiens ont appelé les grands djihads, les grandes expéditions de guerre sainte conduites entre le milieu du XVIIIe et le début du XIXe siècle et qui visaient à étendre l'islam en Afrique de l'Ouest. Et très certainement, les sociétés d'Afrique de l'Ouest, à ce moment-là,
ont exprimé un rejet très fort et de la guerre et de l'esclavage, qui a pu trouver sa trace sa suite dans la mémoire collective, dans ce qui est devenu donc la charte du Mandel. Nous n'en saurons sans doute jamais rien. Et c'est là toute la difficulté de faire l'histoire de l'Afrique avant le XIXe siècle. C'est là toute la difficulté, tant les indices manquent, tant les indices sont le plus souvent déconnectés les uns des autres, comme s'il fallait en quelque sorte restituer le motif d'un puzzle dont manquerait la plupart des pièces. Moi qui suis totalement incapable de faire un puzzle quand j'ai toutes les pièces, vous imaginez ce que c'est lorsqu'on travaille avec si peu d'éléments. Je me permets de vous renvoyer à ce sujet au très beau livre de François-Xavier Fauvel, intitulé « Le rhinocéros d'or », et j'en ai un exemplaire, il a été publié également en livre de poche, que je peux faire passer parmi vous, et qui, précisément, tente de faire de cette difficulté une force, une richesse pour l'historien. Alors, pour restituer cette histoire, comme tente de le faire François-Xavier Fauvel, comme tente de le faire aussi Amélie Chekroun, à mes côtés, dans le cadre de l'Éthiopie médiévale, il faut avancer prudemment, étudier chaque pièce à conviction sous toutes ses facettes. La difficulté est moindre, j'en conviens, lorsqu'on tente de restituer l'histoire du nord du continent africain, pour lequel, comme nous le verrons ensemble, du Maroc à l'Égypte, nous disposons de davantage de sources, nous pouvons avancer sur un terrain plus sûr. Nous pouvons maintenant vraiment commencer, mais j'insiste pour que chacun se sente libre de se lever, de se promener, d'aller chiner des meubles. Pour que chacun se sente libre de partir, de revenir au cours de cette conférence, eh bien, j'organiserai mon propos en une série de moments autonomes, un peu comme des épisodes, que vous pouvez écouter sans nécessairement voir toute la série. Alors les deux premiers épisodes, les deux premiers tableaux que je vais présenter vont mettre en lumière une Afrique médiévale qui, à l'image du continent africain d'aujourd'hui, ou du moins à l'image de la façon dont nous présentons le continent africain d'aujourd'hui, une Afrique qui ne semble pas s'appartenir entièrement, qui ne s'appartenait pas entièrement. Tous ici, nous savons combien les ressources naturelles du continent africain continuent aujourd'hui de susciter des convoitises. Pétrole, minerais rares, diamants, mais aussi bois précieux et, on le sait moins, terres agricoles, comme en Éthiopie, où elles sont achetées par des pays étrangers pour garantir leur approvisionnement. Eh bien, au Moyen-Âge déjà, l'Afrique subsaharienne regroupait les principales zones de production d'une ressource précieuse entre toutes, l'or. Et vous avez ici un feuillet d'un très célèbre manuscrit du Coran remontant au début du Xe siècle, copié à Kairouan, copié sur une feuille de papier teinte à l'indigo et où le texte est lui-même écrit à l'encre d'or. Le commerce de l'or, du métal, de l'or non monnayé, de l'or pas encore transformé en monnaie, transformé et échangé sous forme de lingots ou de fils d'or. Ce commerce de l'or a en effet suscité la mise en place des premières routes commerciales transsahariennes, des premières routes commerciales au travers du Sahara. Ça nous dit à quel point les profits attendus de ce commerce étaient considérables pour pouvoir compenser la durée, les risques et les coûts induits par la traversée du Sahara. Or, la mise en place de ces routes, alors je parle de routes, mais entendons-nous bien, il s'agissait davantage d'itinéraires d'ailleurs assez variables, entre des étapes qui, elles, étaient fixes, parce qu'il fallait bien, et de l'eau et des approvisionnements pour le passage des caravanes. La mise en place de ces routes transsahariennes est contemporaine de la formation de l'empire de l'islam au 7e et 8e siècle. Alors, certes, me direz-vous, des hommes avaient déjà traversé ou tenté de traverser le Sahara avant cette époque. Oui, d'autant plus que, comme on le sait, le dromadaire, le Camellus dromedarius, le dromadaire était domestiqué dans le désert du Sahara depuis l'époque romaine, ou au moins depuis la fin de l'époque romaine. Mais les conquêtes arabes, en réunissant de très vastes territoires depuis le Proche-Orient, des territoires qui, vers l'ouest, s'étirent jusqu'à l'Atlantique, jusqu'aux rives africaines de l'Atlantique, et vers l'est jusqu'aux portes de l'Inde, jusqu'à la vallée de l'Indus, eh bien, ces conquêtes arabes des 7e et 8e siècles entraînent en moins d'un siècle une réorganisation
du monde. Enfin, du monde. Disons du vieux monde, du monde moins l'Amérique qui, comme vous le savez, à cette époque-là, n'existe pas puisqu'elle n'a pas encore été découverte. En tout cas, elle n'est pas encore connectée au reste du monde. Les conquêtes arabes entraînent une réorganisation générale du vieux monde parce qu'elles réorientent l'économie de ce vieux monde. Elles la réorientent au sens propre du terme, vers l'Orient. Elles la redirigent vers l'Orient. L'économie du vieux monde étant, à partir, disons, du 8e siècle, polarisée très largement par les grands centres urbains du monde islamique. Alors, grâce à la paix qui règne à l'intérieur des frontières de ce très vaste empire, le commerce à longue distance connaît un développement sans précédent pour répondre aux besoins croissants des villes où se concentre l'essentiel des richesses, besoins parmi lesquels, nous le verrons dans un moment, il y a évidemment la main-d'œuvre servile, les esclaves. Mais pour que les échanges se développent, il faut des règles communes, il faut des unités de mesure, il faut aussi et surtout des monnaies dont la valeur soit reconnue aussi bien à Bagdad et au Caire que dans la péninsule ibérique ou en Asie centrale. Et c'est le rôle historique majeur qu'a joué au Moyen-Âge le dinar. Le dinar, monnaie d'or d'un poids théorique de 4,25 grammes et d'un titre, c'est-à-dire d'une proportion de métal précieux, proportion théorique de 22 carats sur 24, ce qui est vraiment qualité exceptionnelle. Cette monnaie, et plus largement les monnaies islamiques, les monnaies d'or et d'argent, le dinar pour l'or, le dirham pour l'argent, ces monnaies ont été les véritables dollars du Moyen-Âge. Elles circulaient bien au-delà des frontières du monde islamique. Elles circulaient même jusqu'en Europe du Nord, jusqu'en Scandinavie, où elles étaient thésaurisées, elles étaient conservées pour la valeur de métal et non pas pour leur cours, puisque personne en Scandinavie alors n'utilisait de monnaie. Elles parvenaient jusqu'en Scandinavie en échange des fourrures et des esclaves destinés à l'Empire islamique. Et si au Moyen-Âge, de nombreuses mines d'argent en Europe comme en Orient fournissaient le métal nécessaire, l'or, en revanche, provenait principalement d'Afrique subsaharienne, ou devrais-je dire, poussait principalement en Afrique subsaharienne. Car en effet, les géographes arabes du Moyen-Âge connaissaient l'origine africaine de l'or, mais sans savoir exactement localiser les zones aurifères, ni d'ailleurs décrire exactement les conditions d'extraction de l'or. Et des récits à moitié légendaires, véhiculés dans ces textes géographiques qui avaient au moins autant pour ambition de distraire leur lecteur que de l'instruire, des récits racontaient que en Afrique, l'or poussait dans le sol comme des carottes. Alors il faut dire que la richesse en or de certains souverains d'Afrique sahélienne semblait aussi miraculeuse que le ramassage de l'or. En 1324, le passage au Caire de la caravane du sultan du Mali, en chemin pour accomplir le pèlerinage à la Mecque, le passage de cette caravane entraîna une baisse spectaculaire du cours de l'or dans la capitale égyptienne, car le sultan du Mali, Mansa Moussa, avait dépensé sans compter les quantités colossales d'or non monnayé, de fils et de lingots d'or qu'il avait apporté avec lui pour financer son voyage, au point d'ailleurs de prendre le chemin du retour lourdement endetté. Alors en Afrique subsaharienne, dans des régions que l'on ne sait pas, toujours pas d'ailleurs identifiées précisément, l'or était récolté sous forme de paillettes ou de pépites, et il n'avait qu'une valeur assez médiocre dans ces zones aurifères, donc de l'Afrique de l'Ouest, en lisière de la grande forêt équatoriale. L'or n'y avait qu'une valeur assez médiocre. Il était échangé d'ailleurs contre du sel qui faisait largement défaut dans cette partie de l'Afrique, échangé contre du sel, échangé contre de l'argent également, de l'argent non monnayé, du métal, argent, qui avait beaucoup plus de valeur. Comme quoi, au fond, c'est une question là aussi de représentation, qui avait beaucoup plus de valeur que l'or dans ces régions. Échangé enfin contre des objets manufacturés en textile ou en métal, des tissus ou des armes. Alors le sel provenait des grandes salines situées au centre du Sahara, à Terraza et plus tard à Taoudéni. Mais le métal, argent, les objets, les tissus, les armes provenaient d'Afrique du Nord, voire plus loin encore, d'Europe. L'Europe, en effet,
connaissait à son tour un essor économique soutenu par le commerce et le développement des villes depuis le XIIe siècle. Des cités-États comme Venise et Gênes, et vous avez à l'écran des monnaies d'or vénitiennes, des ducats, frappés au XIVe siècle, des cités-États comme Venise et Gênes, des royaumes comme l'Angleterre et la France, commencèrent à frapper des monnaies d'or au XIIIe siècle, après 4 siècles d'interruption de la frappe de l'or en Europe occidentale. On avait cessé depuis 4 siècles de frapper des monnaies d'or, tout simplement parce qu'on n'en avait pas les moyens, ni économiques, ni politiques. Alors ces nouvelles monnaies d'or, frappées en Europe, n'ont été possibles qu'à la condition de capter une partie du commerce de l'or d'origine africaine. Et des marchands, notamment des marchands établis dans les îles Baléares, se spécialisaient dans le commerce avec les pays du Maghreb, de manière à drainer en Méditerranée des quantités toujours croissantes d'or sous forme monnayée ou sous forme de lingots, mais sans jamais, ou presque, s'aventurer sur les pistes du commerce transsaharien. Ce commerce transsaharien restait aux mains de marchands musulmans, arabes et surtout berbères, maîtres des caravanes, ainsi que de marchands et d'artisans juifs installés dans les villes du Maghreb et dans les oasis sahariennes. Mais faut-il pour autant se représenter ce commerce de l'or, sinon comme un pillage des ressources naturelles de l'Afrique subsaharienne, du moins comme un négoce déséquilibré aux mains des hommes du Nord? Ce serait oublier un peu vite le rôle crucial joué par les royaumes établis au Sahel, comme le royaume du Mali. Et vous avez ici à l'écran un détail de ce que l'on connaît sous le nom d'Atlas catalan. C'est un ensemble de cartes réalisées en 1375 à Majorque, dans l'île de Majorque, dans les Baléares. Et sur ce détail, les artistes qui ont réalisé la carte représentent le sultan du Mali, le sultan du Mali tenant dans sa main une boule d'or, un symbole de sa maîtrise des sources de l'or et du commerce de l'or. Car en effet, ces royaumes du Sahel étaient des intermédiaires incontournables entre les zones aurifères et les marchands des pays d'islam, lesquels restaient strictement cantonnés dans les villes situées au débouché des pistes sahariennes. Comprenez bien qu'il en allait de l'intérêt du roi du Mali que d'interdire aux marchands du Nord d'aller au-delà, d'aller directement aux sources de l'or. Il en allait également de l'intérêt de marchands africains du Sahel que l'on appelait les Wangara. Ces marchands qui étaient des marchands itinérants, qui étaient précisément spécialisés dans le commerce de l'or et des esclaves et qui assuraient les transactions initiales dans les zones aurifères situées plus au sud. Ainsi, certaines sociétés africaines, ou plus exactement certains segments des sociétés africaines, ont su s'approprier l'effet d'aubaine, l'opportunité que représentait d'une part la disponibilité de l'or dans des régions situées plus au sud, et d'autre part la forte demande pour ce métal, non seulement dans le monde islamique, mais au-delà, jusqu'en Europe. Alors ces intermédiaires africains, rois et marchands, ont souvent fait le choix à l'époque de se convertir à l'islam, de se convertir parfois formellement, mais de se convertir à l'islam. Pourquoi ? Eh bien pour mieux s'intégrer au réseau du grand commerce islamique, mais aussi pour se distinguer de leurs sujets et se distinguer des autres populations de la région. Une distinction par l'appartenance religieuse, par l'appartenance à l'islam, qui jouait également, comme on va le voir maintenant, un rôle décisif dans un autre commerce, le commerce des esclaves. Alors l'histoire de l'esclavage, et là, je prie d'excuser la qualité de l'image qui n'est pas excellente, ce qui explique pourquoi elle est petite à l'écran. Et vous avez ici une enluminure d'un manuscrit du XIIIe siècle qui représente un marché aux esclaves, d'un manuscrit arabe de contes du XIIIe siècle. L'histoire de l'esclavage, vous le savez tous, est sans doute presque aussi longue que l'histoire des sociétés humaines. On le mesure encore aujourd'hui, où l'abolition officielle de l'esclavage dans le monde est, comme vous le savez, en maints endroits, battue en brèche par le retour de formes plus ou moins explicites, plus ou moins assumées, de mise en esclavage. Et la réduction en esclavage de migrants africains, l'an passé en Libye, a fini de dessiller les yeux de ceux qui ne se résolvaient pas à y croire. Pour autant,
malgré, je dirais, cette quasi-universalité de l'esclavage, pour autant, l'esclavage reste souvent associé dans nos représentations, dans nos connaissances, à deux époques de l'histoire. D'une part, l'Antiquité, les sociétés esclavagistes de l'Antiquité, et d'autre part, la traite négrière, la traite des esclaves africains vers les Amériques à l'époque moderne. Mais en se focalisant sur ces deux moments de l'histoire de l'esclavage, eh bien, on oublie d'autres formes, d'autres usages de l'esclavage qui ont pourtant joué un rôle important, qui ont pourtant occupé une place centrale dans d'autres sociétés médiévales, dans le monde islamique d'une part, mais aussi, et c'est moins connu, j'y viendrai dans un instant, dans l'Europe méditerranéenne d'autre part. Alors j'évoquais dans l'épisode précédent, je vois avec plaisir que personne n'a souhaité quitter la salle, j'évoquais dans l'épisode précédent la mise en place des itinéraires du commerce transsaharien dans le contexte de la formation du monde islamique au 7e et 8e siècle. Les Arabes pratiquaient l'esclavage dans la péninsule arabique avant l'islam. On sait en particulier que les esclaves éthiopiens, hommes et femmes, étaient nombreux dans les maisons de la Mecque au temps du prophète. On le sait, le premier muezzin de l'islam, le célèbre Bilal, était lui-même le fils d'un esclave éthiopien. Les conquêtes arabes, qui ont soumis un immense empire aux partisans du prophète, ont entraîné la réduction en esclavage de nombreuses populations qui, dans un premier temps, avaient résisté à la conquête. Et les nouveaux maîtres de l'Empire ont parfois poursuivi cette pratique longtemps après la conquête. On sait en particulier que c'est la raison du grand soulèvement des Berbères au Maghreb contre l'hégémonie arabe dans les années 740. Les Berbères se soulèvent parce qu'ils n'acceptent plus que les Arabes continuent de lever des esclaves dans la population, alors même que les Berbères ont accepté la domination de l'islam. Néanmoins, avec le temps, l'établissement de la loi islamique qui accordait aux non-musulmans sujets de l'Empire un statut légal et un statut qui les protégeait, entre autres, de l'esclavage, eh bien, l'établissement progressif de la loi islamique dans l'Empire a progressivement tari la source des esclaves. Il n'était plus possible de recruter des esclaves à l'intérieur de l'Empire, puisque l'Empire était désormais peuplé soit de musulmans, que la loi interdisait de réduire en esclavage, soit de non-musulmans que la loi protégeait également, sauf dans le cas particulier de révolte et de soulèvement, où là, la loi autorisait de réduire des musulmans ou des non-musulmans protégés en esclavage s'ils s'étaient soulevés contre la loi. Donc, à la différence, par exemple, de l'Empire romain, où la plupart des esclaves étaient achetés à l'intérieur de l'Empire, il était devenu illégal de réduire en esclavage des sujets de l'Empire islamique. Or, dans le même temps, les besoins en main-d'œuvre servile ne cessaient d'augmenter avec le développement des villes et l'enrichissement de leurs habitants. Très vite, les Arabes tentèrent d'organiser leur approvisionnement en esclaves auprès des royaumes voisins. C'est l'une des clauses, par exemple, de l'accord conclu au milieu du 7e siècle avec le royaume chrétien de Nubie. La Nubie, c'est le nord du Soudan actuel. Après l'échec de la prise de la capitale de ce royaume chrétien de Nubie, Dongola, que les Arabes avaient échoué à prendre. L'accord conclu prévoit la livraison d'esclaves par le royaume de Nubie à l'Égypte islamique. La nécessité d'aller chercher des esclaves au-delà des frontières de l'Empire islamique. Je passe à une autre image pour que vous ayez un peu une idée de l'ampleur de cet empire. Là, vous avez une carte des conquêtes arabes. C'est un empire qui va littéralement des rives de l'Atlantique à la vallée de l'Indus. Donc, quand vous devez aller chercher des esclaves au-delà, c'est assez loin. C'est au-delà du Sahara ou c'est au-delà de la Méditerranée ou au-delà de l'Indus. La nécessité d'aller chercher des esclaves au-delà des frontières de l'Empire et les profits considérables générés par ce commerce des hommes justifièrent la mise en place de filières d'approvisionnement à très longue distance, exactement comme pour le commerce de l'or. Ce sont d'ailleurs, dans le cas du commerce transsaharien, ce sont d'ailleurs les mêmes itinéraires, les mêmes marchands qui font commerce des esclaves et commerce de l'or. L'esclavage, entendons-nous bien, l'esclavage est aussi ancien que les sociétés humaines organisées. Mais la traite des esclaves, ce que l'on appelle la traite, c'est-à-dire le commerce à longue distance et le transport à longue distance des esclaves, la traite est à proprement parler une invention du monde islamique, une invention
au 8e siècle de notre ère de l'Empire islamique. Et la traite atlantique, pratiquée plus tard dans l'histoire par des royaumes africains et des marchands européens à destination des Amériques, à partir du XVe siècle, eh bien, cette traite atlantique répondra certes à des besoins nouveaux, mais ne sera en rien une nouveauté. La traite atlantique n'est que le détournement et le prolongement de la traite islamique. Alors revenons un moment à la traite islamique. Toutes les régions du monde environnant sont concernés. Les Slaves, par exemple, les Slaves sont si nombreux à être vendus comme esclaves sur les marchés européens à destination de l'Empire de l'Islam que le mot Slavus, c'est un nom de peuple, un ethnonyme, le mot Slavus qui désignait justement les Slaves, eh bien le mot Slavus a remplacé le mot latin Servus pour désigner l'esclave dans toutes les langues européennes. Dans toutes les langues européennes, en français, en anglais, en allemand, le mot désignant l'esclave a pour étymologie le nom slave. L'esclave, c'est un slave. Voilà. Et là, c'est vraiment dans ce contexte-là que, vous voyez, ce changement de nom vient ici nous raconter une histoire sur l'importance de l'esclavage des Slaves. Mais il n'y avait pas que les Slaves, des Turcs également étaient importés comme esclaves. Des Turcs importés depuis la grande steppe d'Eurasie par l'intermédiaire des marchés d'Asie centrale. Pourquoi importer les Turcs ? Mais parce que les Turcs, vous le savez bien, font d'excellents soldats. Les Turcs font d'excellents soldats et ils étaient achetés ainsi à partir du IXe siècle pour fournir les rangs de la garde rapprochée des souverains. À partir des années 870, les souverains des pays d'islam ont commencé à recruter des gardes turcs, de gardes d'esclaves soldats, des gardes de mamelouks pour assurer leur protection personnelle. Alors, vous le voyez bien à propos des Turcs, mais on va le voir dans un instant, c'est vrai pour d'autres peuples. La culture islamique a développé une classification des peuples. Une classification des peuples attribuant à chacun des peuples des défauts et des qualités. Des défauts et des qualités qui justifiaient sur les marchés aux esclaves à la fois le prix de vente des esclaves, mais qui justifiaient également les métiers auxquels on destinait les esclaves. Ainsi, les eunuques, ces garçons qui, enfants, s'ils survivaient à la castration, étaient destinés à servir dans les maisons, à servir auprès des femmes, mais aussi également auprès du maître de la maison. Les eunuques étaient volontiers recrutés parmi des esclaves éthiopiens, ou indiens, ou grecs. Les nourrices qui servaient à nourrir les jeunes enfants, les bébés, étaient volontiers nubiennes ou éthiopiennes. Les concubines, elles, appartenaient à toutes les races de la terre, car oui, il s'agissait bien d'une pensée racialiste, d'une conception de l'humanité divisée en races que la tradition disait toutes issues des trois fils de Noé, Cham, Sem et Japheth. Alors vous avez peut-être entendu parler de ce thème de la malédiction de Cham. Cham qui serait l'ancêtre mythique des peuples noirs et dont la faute, Cham s'était moqué de son père Noé qui, ivre, lui était apparu dans toute sa nudité. Eh bien, Cham qui fut maudit par Noé. Eh bien, ce thème de la malédiction de Cham, c'est un thème que l'on retrouvera dans les Amériques à l'époque moderne pour justifier l'esclavage africain. Eh bien, ce thème de la malédiction de Cham, on le voit apparaître déjà au Moyen-Âge dans la culture islamique, à un moment précis, au moment où de plus en plus de populations d'Afrique se convertissent à l'islam, et où malgré tout, la pratique de l'esclavage se maintient, et où il faut en quelque sorte justifier cette entorse à la loi. La loi interdit de réduire des musulmans en esclavage, mais on va continuer à le faire pour les Africains musulmans au nom de cette malédiction de Cham. Ainsi, l'Afrique subsaharienne fut bien, tout au long du Moyen-Âge, pour le monde islamique, l'une des principales, non pas la seule, mais l'une des principales sources d'approvisionnement en esclaves. Des femmes, des eunuques, des hommes non castrés, également, qui servaient, pour ce qui est des hommes, qui servaient aux travaux des champs les plus pénibles, en général aux travaux les plus pénibles. Les historiens arabes ont ainsi gardé le souvenir de la grande révolte des esclaves zenj. Les zenj, c'est sous ce nom que l'on désignait dans la culture arabe les esclaves importés de la côte orientale de l'Afrique, du Kenya et de la Tanzanie actuelle. Les esclaves zenj qui se soulevèrent en Irak à la fin du IXe siècle et qui, pendant plusieurs années, réussirent à menacer les armées du calife de Bagdad. Alors, l'usage généralisé des esclaves dans toutes les sphères de l'économie
et de la société. Un tel usage, une telle omniprésence de l'esclavage est inconnue à la même époque dans l'Europe du Moyen-Âge. Or, vous allez me dire, il y avait d'autres formes de dépendance, évidemment, qui avaient remplacé en Europe l'esclavage antique, en particulier ce qu'on appelle le servage. Le servage qui s'est maintenu en Europe jusqu'au XIIe siècle, du moins pour l'Europe occidentale. Le servage qui consiste à attacher légalement à la terre qu'ils cultivent certaines catégories de paysans. Mais les serfs, quelles que soient les contraintes légales qui pèsent sur eux, les serfs ne sont pas des esclaves. Les esclaves, juridiquement, en droit romain, comme d'ailleurs en droit islamique, ne se distinguent en rien des meubles ou des animaux domestiques. Ce sont des biens mobiliers. Les serfs, eux, ont une identité légale. Ce ne sont pas des biens meubles. Alors cet effacement de l'esclavage en Europe occidentale n'a pas concerné, et ça c'est un fait qui est généralement peu connu, n'a pas concerné les pays de l'Europe méditerranéenne. En Europe méditerranéenne, sur le pourtour européen, sur la rive européenne de la Méditerranée, on a continué à pratiquer l'esclavage, et en particulier à utiliser des esclaves venant du monde islamique, ou plus exactement, venant des terres reconquises au détriment de l'islam. Car en effet, à partir du XIe siècle, en Italie du Sud, en Sicile, en Espagne, mais également en Palestine, les Européens, les Francs, entreprennent de reconquérir des terres au détriment des pays d'islam, et ces conquêtes sont elles-mêmes productrices d'esclaves que l'on retrouve ensuite en Europe méditerranéenne. Mais le développement du commerce des cités italiennes, qui établissent des comptoirs ailleurs dans le monde, en particulier en mer Noire, à partir du XIIIe siècle, diversifie les sources d'approvisionnement en esclaves de l'Europe méditerranéenne. Je prends un petit exemple. Un acte établi devant notaire à Marseille, en 1367. Cet acte établi devant notaire nous apprend qu'un marchand marseillais avait acquis cette année-là, nous sommes en 1367, une esclave tatare. Une esclave tatare, c'est-à-dire une esclave mongole, vraisemblablement venant de Crimée, ou en tout cas importée de Crimée. Une esclave tatare convertie au christianisme, ça n'empêche pas de la maintenir en esclavage, et prénommée Christine. Christine, comme Christian, c'est des prénoms qui étaient souvent donnés à des convertis au christianisme. Autre exemple, 10 ans plus tard, nous sommes toujours à Marseille, cette fois-ci c'est une Marseillaise qui vend à un épicier montpelliérain une autre esclave que l'acte nous décrit simplement comme étant une esclave blanche, une autre esclave vendue donc à un épicier de Montpellier, tout en gardant pour elle le petit garçon que cette esclave venait d'avoir. Alors, ces documents, ces petites pièces dispersées dans les archives, permettent aux historiens de reconstituer le puzzle de la société marseillaise au XIVe siècle. J'ai pris l'exemple de Marseille, on aurait pu en prendre d'autres. Une société où donc les esclaves, à la fin du Moyen-Âge, ne sont pas absents. Mais les effectifs concernés sont encore à cette époque limités. Tout change dans la pratique de l'esclavage en Europe, tout change avec les expéditions portugaises au XVe siècle sur la côte africaine. Les Portugais qui progressivement, au fil des décennies, explorent, découvrent la côte occidentale de l'Afrique et établissent des comptoirs de plus en plus vers le sud, de la Mauritanie vers le golfe de Guinée. Les Portugais détournèrent, par l'intermédiaire de ces comptoirs, détournèrent à leur profit les vieilles filières islamiques de l'esclavage africain. Désormais, ce sont des esclaves noirs qui sont vendus en nombre croissant sur les marchés du Portugal, de l'Espagne, du Midi de la France, de l'Italie. On retrouve au XVe siècle ces esclaves africains employés à des tâches agricoles sur les îles Baléares ou dans l'archipel des Açores, où les Portugais importent, les Portugais qui viennent également d'explorer et de conquérir les Açores, les Portugais qui y installent, qui y introduisent la culture du sucre. Et ce qu'on voit se dessiner là, dès le XVe siècle, dès avant la découverte de l'Amérique, dès avant le développement des colonies dans les Caraïbes et en Amérique, ce que l'on voit se développer, c'est ce que les historiens appellent le modèle économique de la plantation. La plantation, les plantations, c'était des exploitations agricoles spécialisées dans des monocultures destinées à la commercialisation, le sucre, plus tard le café, le coton, et fondées sur l'emploi d'esclaves importés d'Afrique subsaharienne. Ce modèle qui sera donc celui
de l'exploitation des Amériques à partir du XVIe siècle est déjà expérimenté, déjà en place dans les pays d'Europe méditerranéenne au XVe siècle. Fin du deuxième épisode. Alors, jusqu'à présent, mon exposé, vous vous en serez rendu compte, n'a pas démenti le postulat de départ. C'est-à-dire le postulat d'une Afrique qui, au Moyen-Âge, comme aujourd'hui, subit un destin qui lui est imposé de l'extérieur, voit ses ressources pillées, ses hommes et ses femmes réduits à être vendus comme esclaves. L'histoire, pourtant, est tout autre, pourvu que l'on veuille bien en élargir le cadre, pour peu que l'on veuille bien considérer qu'au Moyen-Âge, les destinées des deux Afriques, au sud et au nord du Sahara, que les destinées de ces deux Afriques ont commencé à se lier plus étroitement qu'elles ne l'avaient jamais été dans l'Antiquité. Alors il serait anachronique d'évoquer évidemment une unité de destin du continent africain, pas plus au Moyen-Âge d'ailleurs qu'aujourd'hui. Néanmoins, l'Afrique au sud du Sahara devient au Moyen-Âge partie prenante de l'histoire qui se joue plus au nord, sur la rive sud de la Méditerranée. Alors, non pas que les Arabes aient fait la conquête du Sahara et du Sahel. Vous le voyez sur cette carte des conquêtes arabes des 7e et 8e siècles. Les expéditions des Arabes les ont conduites, les plus méridionales d'entre elles, jusqu'en Nubie. Dongola est indiqué sur la carte, Dongola sur la vallée du Nil, que les Arabes ne parviennent pas à prendre, ou autre expédition conduite vers le sud, jusque dans les oasis du Fezzan, dans l'actuel Sahara libyen. Expédition d'ailleurs restée sans lendemain. Mais même si les conquêtes arabes n'ont fait qu'effleurer le Sahara et le Sahel, les liens du commerce, à la faveur de la formation de l'Empire islamique, les liens du commerce se sont étendus de part et d'autre du Sahara, comme nous venons de le voir, pour l'or et les esclaves. Et des comptoirs se sont établis sur les deux rives de cet immense océan de sable. Vous savez peut-être que le Sahel, le nom donné aux régions qui bordent au sud le grand désert, le mot Sahel vient de l'arabe sahil, le rivage. C'est le même nom que l'on donne au Levant et au Sahel, le rivage. Il n'est donc pas inapproprié de regarder désormais, à partir du Moyen-Âge, la rive sud de la Méditerranée comme étant proprement une rive africaine. Or, si l'on compare les destinées des deux rives de la Méditerranée, la rive européenne et la rive africaine, dans les premiers siècles du Moyen-Âge, le rapport de force est certes déséquilibré, mais à l'avantage cette fois du sud sur le nord. Les conquêtes arabes, on le sait, ne se sont pas arrêtées au Maghreb, ou plutôt, une fois le Maghreb soumis, ce qui fut long et difficile, les conquêtes arabes sont devenues des conquêtes arabo-berbères et se sont poursuivies sur la rive européenne de la Méditerranée. En 711, Tariq ibn Ziyad, le chef berbère qui conduit les armées de l'islam, franchit le détroit qui sépare le Maroc de l'Espagne et lui donne son nom, Gibraltar. Gibraltar, ça vient de l'arabe Jebel Tariq, la montagne de Tariq, nom de ce chef berbère qui venait de traverser le détroit. En moins de 10 ans, des troupes majoritairement berbères soumettent la péninsule ibérique et franchissent les Pyrénées en 718. En 719, Narbonne est prise, mais les conquérants échouent 2 ans plus tard à s'emparer de Toulouse. Ils étendent néanmoins leur présence dans le sud de la France jusqu'en Provence. Et il y a peu, à Nîmes, des archéologues ont retrouvé les plus anciennes tombes musulmanes jamais fouillées en France, des tombes datées du 8e siècle. Et les analyses génétiques ont montré, à travers en particulier les maladies dont étaient porteurs les défunts, que ces tombes étaient celles d'individus nés au Maghreb, vraisemblablement donc des combattants berbères venus là avec les conquêtes. Nîmes, on le sait, est reprise par les Francs en 752. Mais des contingents berbères se maintiennent en Provence pendant encore plus de 2 siècles. En particulier dans le massif des Morts auquel ils ont donné leur nom et où le village de la Garde Fresnay reste entre leurs mains jusqu'en 973. Vous voyez, on est plus de 3 siècles après le début des conquêtes arabes. Entre-temps, en 846, des armées arabo-berbères installées dans le sud de l'Italie poussent leur avantage jusqu'à Rome. Les environs de Rome sont mis à sac en 846, les environs de Rome et en particulier un endroit qui se trouve hors les murs, le Vatican. Le Vatican est mis à sac par les musulmans
en 846. Alors si la Provence et l'Italie du Sud ne sont restés que des avant-postes de l'Empire, la péninsule ibérique et la Sicile, pendant plusieurs siècles, ont fait partie intégrante du même monde que le Maghreb, l'Égypte ou le Sahel. L'Afrique était ainsi, en quelque sorte, remontée jusqu'à la rive nord de la Méditerranée. De cette dynamique guerrière qui a placé l'Afrique aux portes de l'Europe, je voudrais donner un second exemple. Vous allez comprendre pourquoi je l'illustre avec deux images d'un magnifique dinar d'or. Au milieu du XIe siècle, je me décale un petit peu dans le temps, l'Afrique du Nord est le théâtre d'une nouvelle entreprise de conquête qui, pour la première fois, depuis la soumission des Berbères à l'Empire de l'Islam, 3 siècles plus tôt, qui pour la première fois porte à la tête du Maghreb et de la péninsule ibérique une dynastie berbère touareg. Les Almoravides, El Morabitoun en arabe, les Almoravides ont recruté leurs partisans au sein de tribus d'éleveurs nomades, de tribus chamelières installées en Mauritanie. Les Almoravides sont partis de l'Adrar mauritanien. Ils en sont partis au nom d'une réforme rigoriste de l'islam sunnite. Unis par la volonté d'imposer l'islam sunnite aux autres courants de l'islam, qui étaient encore à cette époque très actifs parmi les Berbères, en particulier l'islam kharidjite, désireux de leur imposer l'islam sunnite au point de leur déclarer la guerre sainte. Les Almoravides ont déclaré la guerre sainte à d'autres populations berbères en Afrique du Nord. Unis également, les Almoravides, par leur commune origine ethnique, c'était des Berbères Touaregs sans Nadja, une commune origine ethnique qu'ils affichaient à travers leurs costumes. Les Almoravides étaient en effet surnommés les hommes voilés. Les hommes voilés parce qu'ils portaient un voile de bouche, comme le font les nomades sahariens. Et ce voile de bouche, d'ailleurs, leur sera reproché par leurs adversaires qui, plus tard, le retourneront contre eux en leur disant vous laissez vos femmes dévoilées, vous voilez vous-même. Bon, voilà. Les Almoravides paieront assez cher leur voile de bouche, peu importe. Partis de Mauritanie, je le disais à l'instant, au XIe siècle, les Almoravides mènent leur conquête dans 2 directions. Vers le nord, où ils s'emparent du Maghreb, puis de la péninsule ibérique, où ils affrontent victorieusement les Castillans en 1086, la péninsule ibérique où ils imposent leur domination à toutes les principautés andalouses qu'ils avaient ainsi sauvées de la conquête castillane. Donc vers le nord, oui, mais également vers le sud. Vers le sud où les Almoravides s'emparent des villes qui s'étaient développées au débouché des pistes transsahariennes. Les Almoravides s'emparent de villes qui, pour certaines, au Sahel, étaient déjà aux mains de souverains musulmans, comme Aoudagost, mais également, dans le cas fameux de la ville de Ghana, aux mains de rois africains qui, jusque-là, s'étaient refusés à l'islam. Avec les Almoravides, pour la première fois dans l'histoire, non seulement les destinées du Maghreb occidental et de la péninsule ibérique sont durablement liées, mais également celles du Sahel. En fait, vous avez une unification d'un territoire qui va, disons, du fleuve Sénégal à la péninsule ibérique. Et c'est là où vous comprenez pourquoi j'ai montré monnaie d'or. Les Almoravides se retrouvaient maîtres des 2 extrémités du commerce transsaharien. Ils se retrouvaient maîtres du commerce de l'or. Et cette maîtrise leur a permis, partout dans leur empire, aussi bien à Sijil Massa, au sud du Maroc, qu'à Cordoue, d'où viennent ces pièces, ces dinars, de frapper une monnaie d'or d'une qualité particulièrement exceptionnelle. Alors, j'ai donné quelques noms de villes à l'instant, Sijil Massa, Ghana, puis plus au nord, Cordoue, ou d'autres encore. Des villes sur toute la rive sud de la Méditerranée. Des villes également aux portes du désert. Des villes, enfin, au sud du Sahara, au Sahel. Le monde islamique au Moyen-Âge était un monde de villes, un monde tissé de routes qui rejoignaient entre elles des villes, certaines anciennes, d'autres nouvelles. Et ce seul fait suffit à établir un contraste, un vif contraste, entre la rive sud
et la rive nord de la Méditerranée où, à l'inverse, les villes avaient toutes régressé à partir du 5e siècle. Vous savez, c'est très difficile de savoir quand est-ce que l'Empire romain disparaît. Ce qui est frappant, c'est sans doute ça la vraie transformation, c'est le moment où les villes au nord de la Méditerranée régressent au point de s'effacer, au point de perdre une très grande part de leur importance démographique ou économique. C'est Rome en particulier, la Rome médiévale, qui se retrouve perdue au milieu des ruines de la Rome impériale. Alors à l'inverse, l'Empire de l'Islam avait hérité de villes fondées dans l'Antiquité. Alors, vous voyez peut-être pas très bien, mais vous avez ici une carte avec en vert clair les villes héritées par l'islam, ce sont toutes des villes antiques, et en vert foncé des villes nouvelles. Et si cette carte vous intéresse, vous pourrez la retrouver dans un ouvrage qui s'appelle Atlas du monde global, qui est sorti il y a quelques années, pas très longtemps. L'Empire de l'Islam avait donc hérité de villes fondées dans l'Antiquité, des villes prestigieuses comme Alexandrie, d'autres moins célèbres à l'époque comme Tunis ou comme Bougie. Mais, et c'est le plus important, l'islam a fondé d'autres villes bien plus nombreuses. Des villes fondées lors de la conquête arabe pour servir de pont aux armées de l'islam, comme Foustat en Égypte ou Kairouan en Tunisie. Et plus nombreuses encore, des cités princières, des cités-palais pour les souverains de l'islam qui, avec le temps, ces cités-palais sont devenues de véritables villes, des villes parmi les plus prestigieuses et les plus peuplées de leur temps, Le Caire en Égypte, Fès au Maroc ou encore Marrakech. Marrakech fondée en 1070 par ces Almoravides dont je vous ai rapidement dressé le portrait. D'autres villes, enfin, se sont développées à la faveur de l'essor des nouvelles voies commerciales que j'ai décrites au début de mon exposé. J'ai déjà cité Sijil Massa, à Oudagost, de part et d'autre du Sahara. On pourrait ajouter d'autres noms à la liste, en particulier celui de Tombouctou, mais également sur la côte orientale de l'Afrique, Mogadiscio, Malindi, Kilwa. Nulle part l'expansion de l'islam ne se manifestait sans la fondation et le développement de villes. Et Amélie Chekroun, à ma droite, est bien placée pour le savoir. Elle qui, j'ai mis une petite image à l'écran, elle qui, il y a quelques années, a découvert, toute seule ou presque, mais elle y a énormément contribué, elle qui a découvert une cité oubliée, rien que ça. Vous avez à ma droite une archéologue, 4 villes oubliées, vous voyez ce que c'est que l'archéologie. 4 villes oubliées dans l'est de l'Éthiopie, dont, et je l'ai mise à l'écran ici, la capitale d'un ancien royaume islamique, le royaume de l'Ifat, abandonné au début du XVe siècle. Alors ces villes, pourquoi tant de villes ? Ces villes, bien sûr, elles étaient des jalons du commerce, elles étaient des relais du pouvoir, mais elles étaient plus fondamentalement consubstantielles à la société islamique. Elles étaient en quelque sorte la forme visible de la société islamique, une société islamique qui pénétra bien plus lentement dans les campagnes, au Maghreb comme dans la vallée du Nil. Pour le dire autrement, islamisation et urbanisation ont été très largement au Moyen-Âge des phénomènes coextensifs, des phénomènes qui se sont développés ensemble. Pourquoi ? Pour cette raison que l'islam, au moins autant qu'une religion distingue des autres monothéismes, l'islam était une façon de vivre en société. L'islam était un ensemble de règles, un ensemble de normes sociales, un ensemble de règles, de normes, une façon de vivre en société dont l'exemple était donné par ceux qui se pensaient comme les meilleurs représentants de cette société, à savoir les oulémas. Les oulémas, c'était les hommes de savoir, ceux qui maîtrisaient le ilm, la science. La science, conception unitaire de la science, où entraient à la fois les savoirs rationnels, mathématiques, géométrie ou astronomie, mais également les sciences religieuses, ou les sciences liées à la religion, l'exégèse du Coran et le droit surtout, qui est sans doute la discipline reine de cette science islamique. La question du savoir, de l'accès au savoir, a joué un rôle majeur dans l'intégration des sociétés d'Afrique subsaharienne au sein du monde de l'islam. Je veux dire par là que des étudiants partaient du Sahara ou du Sahel chercher dans les villes d'Afrique du Nord une formation intellectuelle qui leur donnerait accès à leur retour chez eux quelques années plus tard à un statut social enviable.
Revenons aux Almoravides. Le fondateur du mouvement almoravide, un certain Ibn Yassine, qui était né en Mauritanie. Ibn Yassine était parti se former à Kairouan pour acquérir cette science qui lui a permis ensuite, à son retour chez lui, de lever une armée et de partir à la conquête d'une partie du monde. Ce mouvement pour le savoir, à la fois d'acquisition et de quelque sorte de valorisation du savoir, ce mouvement s'accomplissait dans les deux sens. Et dans le sens nord-sud, s'il fallait en donner un exemple, nombreux étaient au Moyen-Âge les descendants du prophète, qui est né au Proche-Orient ou dans la péninsule arabique, qui partaient s'installer au sud du Sahara ou dans le Sahara, dans des lieux ou des sociétés où leur statut social, leur noblesse, leur réservait une place de choix. Alors dans le cas des descendants du prophète, le ilm, la science, était en quelque sorte une science infuse. C'était la science qui tenait à la noblesse même de leur naissance. Alors dans cette circulation du savoir, une ville en particulier a joué un rôle central. Une ville qui fait d'elle en quelque sorte le meilleur observatoire de ces présences africaines en Méditerranée. Cette ville, c'est le Caire. La capitale égyptienne, fondée en deux temps, une première fois, premier noyau en 641 par les conquérants arabes de l'Égypte, puis plus tard en 969 par une dynastie qui fit la conquête de l'Égypte depuis la Tunisie. Cette ville, le Caire, est devenue au XIIIe siècle la plus grande ville, la ville la plus peuplée de toute la Méditerranée, devant Constantinople, devant Gênes ou Venise. La ville la plus peuplée de Méditerranée et de très loin également la plus grande ville du continent africain. Le Caire est aussi devenu, à partir du XIIIe siècle et pour plusieurs siècles, la capitale intellectuelle du monde islamique, la ville où l'on venait se former auprès des maîtres les plus réputés, des maîtres réputés que les souverains de l'époque attiraient au Caire en créant au Caire de lucratives chaires d'enseignement. C'est un petit peu le Caire, à la fin du Moyen-Âge, c'est un petit peu Princeton, Harvard et Yale réunis, avec les meilleurs chercheurs du monde. Or, parmi les étudiants qui venaient au Caire se former, nombreux étaient ceux qui venaient d'Afrique du Nord, mais aussi du Sahel et d'Afrique de l'Est. Et ce rayonnement africain du Caire s'explique pour un certain nombre de raisons, et s'explique entre autres par le rôle du Caire dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Cela ne doit pas nous étonner, étudiants et marchands étaient souvent en même temps pèlerins, des pèlerins faisant étape plus ou moins longuement sur le chemin de la Mecque. Or, la caravane qui conduisait tous les pèlerins africains à travers les périls du désert arabique jusqu'à la Mecque, il fallait en effet se réunir, s'organiser en caravane, sous bonne escorte, pour espérer échapper aux attaques des Bédouins. Eh bien, cette caravane des pèlerins qui les menait à bon port à la Mecque se réunissait au Caire, réunissait tous les pèlerins d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest au Caire avant de partir pour la Mecque. C'est dans ces circonstances, comme je l'ai raconté tout à l'heure, que le sultan du Mali, de passage au Caire sur le chemin de la Mecque, avait dépensé tout son or. Au Caire, nombreuses étaient alors les institutions d'enseignement, mais l'une d'entre elles jouait un rôle important en accueillant dans ses murs des étudiants sans le sou. C'est la célèbre mosquée El-Azhar, dont j'ai mis ici une photographie de la cour. La mosquée El-Azhar, qui avait été fondée au Xe siècle et qui allait devenir progressivement, mais surtout à partir des XVe et XVIe siècles, la mosquée université la plus prestigieuse de l'islam sunnite. Alors plaçons-nous, si vous voulez bien, en 1415. En 1415, l'administrateur de cette mosquée, un peu le président de l'université, si vous voulez, décida, en violation complète des coutumes universitaires, de chasser de la mosquée les nombreux étudiants et pèlerins qui y résidaient. On est presque à la Sorbonne, évacué par les CRS. Sauf qu'il y avait cette année-là, à El-Azhar, 750 résidents dans la mosquée. 750 résidents, étudiants et pèlerins, organisés en 4 groupes. 4 nations, comme on dit, pour les étudiants des universités européennes. 4 nations, chacune disposant de son propre collège, c'est-à-dire d'un lieu à la fois pour se réunir et pour vivre. Alors c'est quoi ces 4 nations, ces 4 collèges de la mosquée El-Azhar en 1415 ? Il y avait là, première catégorie, des étudiants venus de la campagne égyptienne et qui n'avaient pas assez d'argent pour s'établir au Caire. Il y avait là également des étudiants de langue persane, venant de l'ensemble du monde de langue persane. À cette époque, le monde de langue persane, ça va de l'Inde à la Turquie actuelle.
Il y avait là, troisième catégorie, des étudiants maghrébins. Il y avait là, enfin, quatrième catégorie, quatrième collège, des étudiants éthiopiens. À une époque où l'islam s'était développé dans la Corne de l'Afrique, les étudiants éthiopiens étaient suffisamment nombreux au Caire pour former un groupe à la mosquée El-Azhar et y disposer de leur propre collège. Alors l'histoire de l'Éthiopie, et je finirai cette conférence par cet exemple, l'histoire de l'Éthiopie offre sans doute le meilleur exemple de ces connexions qui se sont établies au Moyen-Âge entre l'Afrique subsaharienne et l'espace méditerranéen. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler qu'à cette époque, au Moyen-Âge, l'Éthiopie était dominée par un royaume chrétien qui conservait des liens très forts avec les autres églises orientales, et en particulier avec l'église copte, l'église d'Égypte. La tradition voulait en effet que le chef de l'église éthiopienne soit choisi au sein du clergé égyptien, parmi les moines égyptiens, par le patriarche, par le chef de l'église égyptienne, et envoyé ensuite en Éthiopie. On croisait donc au Caire non seulement des étudiants éthiopiens musulmans, comme je viens de le raconter, mais également des moines éthiopiens, chrétiens, qui, pour certains, poursuivaient leur chemin jusqu'à Jérusalem. Le royaume d'Éthiopie, malgré son éloignement, on mettait tout de même entre 3 et 8 mois pour faire le voyage entre le Caire et l'Éthiopie, le royaume d'Éthiopie restait, malgré son éloignement, parfaitement informé des événements du Proche-Orient. Prenons un exemple. En 1187. En 1187, Saladin, vous savez, ce chef de guerre kurde qui avait rassemblé autour de lui des armées de l'islam pour reconquérir la Syrie, et en particulier Jérusalem, qui était aux mains des Francs, des croisés. En 1187, Saladin s'empare de Jérusalem et en chasse les Francs. Ramène ainsi la ville sainte dans le giron de l'islam. Mais évidemment, ces événements font craindre que le pèlerinage chrétien à Jérusalem ne devienne impossible pour longtemps. Eh bien, dans les années qui suivent la prise de Jérusalem, le roi d'Éthiopie décida de créer au sein de son royaume, sur les hauts plateaux éthiopiens, au lieu dit Lalibela, Lalibela en fait c'est le nom de ce roi qui a laissé son nom à ce lieu, de créer sur les hauts plateaux éthiopiens un ensemble de sanctuaires, une nouvelle Jérusalem destinée à devenir un lieu de pèlerinage, une sorte de Jérusalem de substitution, puisque on ne pouvait plus dès lors se rendre à Jérusalem. Mais vous avez ici une photo de ces églises monolithes de Lalibela, et plus précisément, vous le voyez au centre de l'image, le petit sanctuaire dit du Golgotha, où se trouve la tombe d'Adam, de même qu'à Jérusalem, sous le lieu de la crucifixion, se trouve la tombe d'Adam. C'est une Jérusalem de substitution à plus de 2000 mètres d'altitude en Éthiopie. Alors, Lalibela avait sans doute été trop prévoyant, puisque les Éthiopiens ont pu revenir par la suite à Jérusalem. Revenir à Jérusalem au point d'ailleurs de disposer à Jérusalem de leur propre monastère, d'un monastère établi sur le toit même de l'église du Saint-Sépulcre. Vous avez ici une image de cette terrasse de la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Vous avez ici la coupole qui éclaire la chapelle Sainte-Hélène. Et derrière cette coupole, vous apercevez les bâtiments d'un monastère éthiopien qui existe encore de nos jours, Der es-Sultan, le monastère du sultan, qui remonte vraisemblablement au XIVe siècle. Mais les connexions méditerranéennes de l'Éthiopie médiévale ne s'arrêtaient pas au Proche-Orient. En 1420, au Caire, un marchand persan fut accusé de trahison et même condamné à mort pour avoir fait de la contrebande d'armes entre l'Europe et l'Éthiopie. À cette époque, le roi d'Éthiopie cherchait en effet à nouer des contacts avec différentes puissances chrétiennes en Méditerranée, ainsi qu'avec le pape lui-même. Avec le pape lui-même, quelles que fussent les divergences théologiques qu'il y avait entre les deux églises. En 1450, une délégation envoyée d'Éthiopie fut reçue par le pape à Rome. Elle était composée de 2 Éthiopiens, d'un Italien, un religieux italien qui avait vécu en Éthiopie, ainsi que d'un marchand musulman. Un marchand musulman qui les avait aidés à franchir tous les obstacles qui séparent l'Éthiopie de la Méditerranée, à commencer par le premier obstacle, les douanes du monde islamique. Voilà pourquoi il fallait un marchand. La composition de cette délégation reçue à Rome n'a d'ailleurs rien d'étonnant lorsqu'on la compare aux ambassades que le roi chrétien d'Éthiopie envoyait à la même époque au Caire.
Aux côtés d'un dignitaire chrétien, on y rencontrait toujours un marchand musulman venu pour confirmer en arabe, en langue arabe, les propos de l'ambassadeur éthiopien, venu aussi pour vendre sur les marchés du Caire des esclaves éthiopiens. On l'aura compris, les différentes formes de présence africaine en Méditerranée au Moyen-Âge, je conclurai là-dessus, ces différentes formes sont indissociables du monde islamique, sont indissociables de cet intermédiaire incontournable entre l'Afrique subsaharienne et la Méditerranée. Le monde islamique fut cet intermédiaire incontournable entre l'Afrique subsaharienne et la Méditerranée, pour le meilleur, le savoir, les arts, et pour le pire, l'esclavage. Je vous remercie. Et donc je passe la parole à Amélie Chekroun. Merci Julien pour cette... Faut que je prenne le micro. Ça marche ? Merci Julien pour cette présentation. Je vais faire une reprise très, très brève, simplement pour reprendre les différents points que tu as mentionnés dans ta présentation qui montrent cette présence multiforme des Africains du sud du Sahara au sein de la Méditerranée, et aussi de souligner peut-être une nouvelle fois, tu l'as fait à plusieurs reprises dans ta présentation, mais souligner une nouvelle fois le fait que cette côte du sud de la Méditerranée est avant tout une côte africaine, et qu'il ne faut... Il faut certes séparer cette côte sud cette côte sud de... Ça marche pas ? Si. Faut juste parler dedans. Ok. Des pays du sud du Sahara, mais que les interconnexions sont très importantes et qu'il ne faut pas les envisager de manière totalement coupées l'une de l'autre. Donc au sein de la Méditerranée, comme tu l'as dit, on retrouve évidemment des présences liées au commerce de l'or et de l'esclavage, mais c'est souvent ce qu'on retient généralement, mais ces circulations humaines autres qu'économiques pour à la fois le pèlerinage, des relations diplomatiques, des relations pour se former, comme à Al-Azhar, sont souvent oubliées lorsqu'on parle de cette présence africaine en Méditerranée. Et je pense que ta présentation a bien mis en valeur la multiforme, les présences multiformes de ces hommes et de ces femmes qui venaient du sud du Sahara ou de la Corne de l'Afrique en Méditerranée, sur les deux rives de la Méditerranée. Alors, peut-être, je peux commencer par une question, après je vous donnerai la parole. Peut-être un petit peu est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les sources, parce que tu as mentionné dans ton introduction le côté très parcellaire des sources que l'on a sur ce sud du Sahara, mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, notamment sur le commerce de l'or par exemple? On a des informations essentiellement qui viennent du nord du Sahara. Oui, alors c'est évidemment, je dirais, la question que se posent toujours les historiens, parce que on ne fait de l'histoire qu'à partir des traces laissées par les sociétés du passé, et lorsque ces traces n'existent pas, eh bien, ou sont parcellaires, il faut arriver à les interpréter. Cette question, elle est déterminante, tu as entièrement raison de le suggérer, parce que elle pèse dans la dissymétrie entre, je dirais, les deux rives de la Méditerranée et les deux rives du Sahara. C'est-à-dire que l'essentiel de ce que l'on sait, on le sait, je parle en particulier, je dirais, ce que nous appelons les sources narratives, c'est-à-dire des textes qui nous expliquent comment se passaient les choses, qui racontent l'histoire ou qui décrivent l'espace. Eh bien, on le sait pour l'essentiel grâce à des auteurs qui écrivaient, qui vivaient en Afrique du Nord ou en Méditerranée, et qui, pour les plus
célèbres d'entre eux ne se sont jamais rendus au sud du Sahara. On doit en particulier à un célèbre géographe andalou, El-Bakri, une très belle description de l'Afrique du Nord, disons autour de l'an 1000. Al-Bakri, on le sait, est né à Cordoue, il est mort à Cordoue, il est vraisemblablement jamais sorti de Cordoue, ou sinon dans la campagne autour de Cordoue. Et il a écrit sa géographie à partir des livres et des informations qu'il pouvait avoir à Cordoue. Donc on a, je dirais, cette première faiblesse qui est que les sources sont dissymétriques. Au fond, elles sont essentiellement des sources du nord sur le sud. Ce qui permet quand même de compenser ce défaut, et tu es bien sûr très bien placé pour le savoir, c'est l'archéologie. C'est-à-dire que là où les historiens ne disposent pas de textes, d'informations déjà, je dirais, mises en forme, eh bien, ils peuvent toujours espérer s'appuyer sur des trouvailles matérielles, sur des traces, des indices laissés par le passage des hommes. Et l'archéologie est souvent le meilleur moyen, non seulement de, comme on le pensait autrefois, de compléter le récit des sources textuelles, mais maintenant, on a inversé la perspective, de redresser l'image que l'on se faisait des choses à partir des textes. Au fond, on a longtemps été prisonnier de la façon dont les auteurs arabes du Moyen-Âge décrivaient l'Afrique subsaharienne. L'archéologie a permis de donner une autre image de ces sociétés d'Afrique subsaharienne. L'archéologie, et puis aussi autre source qui est évidemment très utile aux historiens, et si je la mentionne, c'est parce que Amélie et moi avons très récemment eu la chance d'en découvrir de nouvelles, les inscriptions. Les inscriptions, une source extraordinaire parce que généralement elles ne bougent pas de l'endroit où elles ont été faites. Et elles peuvent rapporter ces inscriptions différentes informations. C'est parfois un décret, c'est parfois un simple graffiti laissé par quelqu'un de passage. C'est aussi, ça peut être aussi des inscriptions funéraires qui rappellent le nom et la date de décès d'un défunt. Nous avons eu la chance, pas plus tard qu'il y a un mois, Amélie, Bertrand Hirsch et moi-même, en Éthiopie, de retrouver, dans le nord de l'Éthiopie, une vingtaine de ces stèles funéraires, donc de ces pierres inscrites en arabe, rapportant donc le nom et la date de décès d'hommes et de femmes qui vivaient dans cette région fin du 10e, 11e et 12e siècle. Donc voilà, avec cet exemple, comment, au fond, l'archéologie et l'épigraphie, les inscriptions, permettent de mettre au jour, de révéler, je dirais, l'existence de communautés ou de sociétés qu'on ignorait par ailleurs entièrement. S'il n'y avait eu ces stèles funéraires, on ne saurait pas qu'à cette époque-là, dans cette région du nord de l'Éthiopie, il y avait une communauté musulmane, visiblement prospère, et qui s'y est maintenue pendant 2 siècles et demi. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'histoire, c'est aussi un savoir en construction, perpétuellement en construction. La conférence que j'ai faite aujourd'hui, elle aurait été faite il y a 20 ans par quelqu'un d'autre que moi, aurait été très différente. Celui qui la fera, ou celle qui la fera dans 20 ans, en donnera un propos lui aussi très différent. Notre savoir progresse parce que nous découvrons des choses nouvelles, mais aussi parce que notre lecture du passé ne cesse d'évoluer. Est-ce que vous avez des questions ? On a un micro à vous faire passer si vous souhaitez prendre la parole. Oui, bonjour. Alors, je voudrais vous demander quel a été le rôle du trafic commercial avant, pendant et après le Moyen-Âge. Par exemple, par rapport à une ville comme Venise. Alors, c'est une question fondamentale parce que c'est vrai que, je dirais, le principal moteur de ces relations entre l'Afrique et la Méditerranée, ce qui les motive, ce qui les rend possibles, c'est effectivement le commerce. Sans commerce, sans doute qu'il y aurait eu peu de pèlerins ou d'étudiants à prendre la même route que les marchands. Et c'est vraiment ici le commerce qui est premier, au point, comme je le disais tout à l'heure, que, par exemple,
pèlerins qui partaient à la Mecque étaient aussi des marchands, et finançaient d'ailleurs leur pèlerinage par le commerce. Alors, la question de Venise, elle est complexe. Venise apparaît vraiment dans l'histoire, disons à partir du Xe siècle, donc en milieu du Moyen-Âge, et va construire sa fortune et son destin essentiellement avec les relations commerciales avec le monde islamique, le Maghreb, l'actuelle Tunisie et surtout l'Égypte. C'est ça qui va vraiment faire vraiment la fortune de Venise. Venise, par exemple, importe, on le sait, au XIe siècle, importe du bois en Tunisie, où il fait défaut, en particulier pour les constructions de navires, et importe du sucre en Europe. À une époque où le sucre, en Europe, on ne le produisait qu'à partir du miel, alors que le monde islamique le produisait à partir des cannes à sucre. Vous savez que le mot sucre, dans la plupart des langues européennes, vient de l'arabe. Sukkar, c'est un mot arabe. Donc Venise a fait sa fortune avec le commerce entre les deux rives de la Méditerranée. Le meilleur symbole de cette fortune vénitienne, c'est le saint patron de Venise. Comme vous savez, le saint patron de Venise, c'est Saint Marc, l'apôtre Marc. Or, l'apôtre Marc est, dans la tradition chrétienne, l'évangélisateur de l'Égypte, mort et inhumé à Alexandrie. Et ce n'est pas un hasard si c'est à Alexandrie que les Vénitiens sont allés chercher leur saint patron, aller le chercher physiquement. Ils sont allés voler le corps de Saint Marc dans une église à côté d'Alexandrie pour le ramener à Venise. Il n'y avait pas plus beau symbole de l'origine de la fortune vénitienne, c'est-à-dire, encore une fois, ce va-et-vient entre les deux rives de la Méditerranée. Un dernier mot pour dire que la grande affaire de Venise, disons au XIVe, XVe siècle, au moment qui va donner à Venise vraiment tout son éclat et toute son ampleur, la grande affaire de Venise, c'est le commerce des épices. Et ces épices, alors elles ne viennent pas d'Afrique, elles viennent de l'océan Indien, mais elles transitent par l'Égypte. Et c'est l'Égypte qui est vraiment le grand entrepôt des épices de l'océan Indien, où les marchands vénitiens viennent les chercher. Épices en général, poivre en particulier. C'est le poivre qui est l'épice la plus recherchée et qui fait la fortune à la fois de l'Égypte de cette époque et de Venise. Donc on a là deux puissances qui se sont enrichies l'une avec l'autre autour de ce commerce des épices. Bonjour. Alors, ma question, elle porte sur un personnage qui s'appelle Ibn Battuta, donc connu pour ses voyages jusque vers l'Indus, c'est-à-dire de Tanger, je crois qu'il est né à Tanger ou Marrakech, je ne sais plus. Et donc, à la fois, c'est un personnage haut en couleur par ses voyages, mais qui semble actuellement un petit peu malmené, c'est-à-dire qu'il y a des critiques sur les ouvrages et sur la portée de ce qu'il aurait acté. Voilà, merci. Oui, vous avez entièrement raison de rappeler le nom d'Ibn Battuta que je n'ai pas mentionné, que j'aurais dû mentionner dans ces rapports entre Méditerranée et Afrique, puisque effectivement Ibn Battuta est un natif de Tanger, qui est le voyageur du monde au XIVe siècle. Il quitte Tanger en 1325, si ma mémoire est bonne. Il reviendra finir sa vie à la cour du sultan du Maroc, donc à Fès. Il y viendra finir sa vie en valorisant ses voyages qui auront duré une trentaine d'années. Alors, Ibn Battuta est célèbre, a été rendu célèbre par le récit de son voyage, qui n'a pas été écrit par lui, qui a été écrit par un lettré de la cour de Fès, à son retour à Fès. Ibn Battuta a par ailleurs complètement existé, c'est un personnage historique qui est connu par d'autres sources, qui est connu par des lettrés égyptiens de la même époque, par exemple, qui le rencontrent au Caire. Ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'il a été contesté dès son vivant. Il y a des gens, en particulier en Andalousie, à son époque, pour le traiter de menteur, tout simplement, pour dire qu'il n'a jamais été aussi loin qu'il le prétend, qu'il n'a pas vu et fait ce qu'il racontait et ce qui allait ensuite se trouver dans son récit de voyage. C'est un récit de voyage extraordinaire dont je recommande vraiment la lecture à tous. Il existe en traduction française, donc c'est vraiment un texte magnifique. Alors, vous avez entièrement raison, les historiens se sont penchés depuis quelques années sur la véracité de ce texte. Alors il y a de fait tout à apprendre dans ce texte. Il y a vraisemblablement des parties du voyage qui n'ont pas eu lieu. Il est probable en particulier que Ibn Battuta n'ait pas été ni jusqu'en Chine, ni jusqu'en Indonésie. On se pose aussi beaucoup de questions sur son voyage au Sahel, dans le royaume de Mali.
on se pose beaucoup de questions parce que le récit de ce voyage ressemble beaucoup dans son organisation au récit du voyage justement en Asie du Sud-Est. Mais il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas enlever à Ibn Battuta et pour lesquelles il offre un témoignage exceptionnel. On n'a rien d'équivalent pour l'époque. C'est en particulier le cas pour l'Inde. Ibn Battuta arrive en Inde vers 1335. L'Inde, qui est à cette époque-là, on l'oublie souvent, mais presque entièrement sous le pouvoir d'un sultan musulman qui règne à Delhi, le sultan de Delhi, qui est au XIVe siècle, règne pratiquement sur l'intégralité du sous-continent indien. Et le sultan de Delhi, c'est un peu l'Amérique du monde islamique, l'Inde, au XIVe siècle. C'est l'Amérique, il a besoin de gens, de compétences pour créer son sultanat. Et voilà qu'arrive ce Tanger roi qui n'a pas beaucoup de choses à offrir, sinon qu'il maîtrise parfaitement la langue arabe et qu'il donc maîtrise, ou du moins c'est ce qu'on suppose, la science, l'une des sciences de la langue arabe, à savoir le droit. Et voilà Ibn Battuta, qui n'était vraisemblablement à cette date qu'un pèlerin marchand désargenté qui avait perdu beaucoup au cours de son voyage, le voilà bombardé, juge à Delhi. Et on sait que pendant plusieurs années, il exerce la justice à Delhi, la justice islamique, à Delhi, avant de poursuivre plus loin son voyage. Un autre exemple de la richesse du récit d'Ibn Battuta, c'est la description de la Crimée, et plus largement de l'Ukraine actuelle. C'était le territoire du royaume mongol de la Horde d'Or. La Horde d'Or, c'est un royaume qui est héritier des grandes conquêtes mongoles du XIIIe siècle, des conquêtes de Gengis Khan et de ses descendants. Et on a, grâce à Ibn Battuta, une description sans équivalent de la Horde d'Or au XIVe siècle, et en particulier du rôle des femmes dans cette société mongole. Voilà. Donc Ibn Battuta est certes, je dirais aujourd'hui, critiqué en tant qu'auteur de son œuvre. On remet en doute certains aspects de son voyage. On remet surtout en cause le fait qu'il était l'auteur de son propre récit. Mais néanmoins, ce récit est une source extraordinaire pour le monde islamique et le monde tout court au XIVe siècle, et en plus, qui plus est, une lecture absolument délicieuse. Alors, on vous invite à une dernière question. Moi, je vais être un peu plus politique. Il y a certains personnages qui voulaient nous faire supprimer la statue de Colbert, vous savez, pour l'esclavage. Je crois qu'on n'a pas de leçon à recevoir de gens qui veulent... qui ont créé l'esclave bien avant nous. Parce qu'il y a des gens qui viennent chez nous nous donner des leçons, religion de paix, etc. Alors quand on connaît l'histoire de l'humanité, on n'a pas de leçon à recevoir. Alors oui, c'est vrai que la question de l'esclavage, elle est devenue un enjeu politique majeur en France aujourd'hui, pas seulement en France, puisque au fond, dans les polémiques qui font rage aujourd'hui en France sur l'esclavage, et en particulier sur les questions de réparation mémorielle ou de condamnation mémorielle, vous évoquez le cas de Colbert, dont la figure est associée, mais comme tant d'autres aussi, au commerce des esclaves. J'en donnerai un autre exemple, mais qui est important, parce qu'il rejoint au fond la question du travail des historiens. C'est les déboires qu'a rencontré un historien par ailleurs de très grande qualité, Olivier Pétré-Grenouillot, qui a été un des pionniers en France dans l'histoire des différentes traites, c'est-à-dire des commerces des esclaves à longue distance, et qui, dans un ouvrage, il y a je dirais maintenant pratiquement une petite quinzaine d'années, a essayé d'étudier ensemble non seulement la traite atlantique, pour laquelle on est bien documenté parce qu'on a des archives, mais également la traite islamique. Et en particulier, essayer de proposer des ordres de grandeur, ce qui est toujours très difficile parce que, au fond, avant le 19e siècle, pour avoir des chiffres, c'est quand même très compliqué. Mais la tentative est intéressante. Et qu'est-ce qu'on a reproché à Olivier Pétré-Grenouillot ? On lui a reproché non pas de dire que l'esclavage était pratiqué dans le monde islamique, ça, personne ne peut le contester, même si certains l'oublient, mais c'est absolument incontestable. On lui a reproché quelque chose qui, par ailleurs, est historiquement incontestable, mais qui, visiblement, est politiquement plus difficile à admettre, à savoir que, parmi les acteurs de la traite, il y avait des acteurs locaux. À savoir que sans les royaumes africains de la côte du golfe de Guinée, et sans les marchands africains de cette région-là, qui vendaient les esclaves capturés plus en amont dans les terres, eh bien, il n'y aurait pas eu de traite. C'est-à-dire que ce scandale, ce crime contre l'humanité qu'est l'esclavage et qui a été la traite africaine, a impliqué une multitude d'acteurs dans laquelle
Les Européens ne sont pas les seuls coupables, hein, ou comme je l'ai rappelé, les pays d'islam ont joué un rôle majeur, mais eux aussi. Et ça, encore une fois, c'est un point qui est plus difficile aujourd'hui politiquement, mais pas scientifiquement à admettre, mais aussi les acteurs locaux en Afrique de l'Ouest elle-même. Merci beaucoup Julien et Amélie. Nous vous invitons à prolonger la discussion à l'extérieur de la salle des ventes autour d'un goûter pot convivial. Et nous vous rappelons aussi que l'association Des Livres comme des idées organise le festival Oh les beaux jours qui se tiendra du 22 au 27 mai, où vous pourrez assister à la dernière conférence du Collège de Méditerranée à l'Alcazar et également toute une programmation autour de la littérature et de l'histoire pendant la semaine du festival. Au musée d'histoire, pardon. En plus. Je vais surtout...